Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode des secrets d'un bon investisseur immobilier, d'un bon investissement immobilier à Miami. Donc aujourd'hui, on va voir comment investir à Miami, mais il y a quelques semaines, nous avons pu voir pourquoi investir à Miami. Je vais faire un petit récapitulatif de tout ça. Alors, pourquoi investir? D'après des sources fiables, Miami va augmenter de 21,6% en 2023, qui est donc sur le marché immobilier, ce qui est un nombre très important et très intéressant. Et si on peut l'expliquer avec des phénomènes et des facteurs simples, c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Et Miami est depuis toujours très demandé d'investisseurs internationaux. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais il y a aussi énormément d'investisseurs domestiques, donc nationaux, donc qui viennent des États-Unis, qui se tournent vers la Floride. Il faut savoir que à New York, il y a 820 personnes par jour qui quittent l'État de New York, et en Californie, 940 personnes par jour quittent l'État de la Californie. Et 50% de ces personnes viennent s'installer en Floride pour diverses raisons que nous avons vues il y a quelques semaines et avec lesquelles je serais ravi de discuter un peu plus en profondeur avec vous. Euh, mais par contre, en Floride, on a 874 personnes par jour qui déménagent internationalement et nationalement. Je ne parle pas d'investisseurs, je parle de résidents, donc de changement de résidence. Donc, on peut voir que la demande est toujours en feu, que ça continue d'augmenter. Et en termes de l'offre, depuis toujours, on sait qu'il y a beaucoup de constructions à Miami. Il y a une dizaine de projets en ce moment de condominiums qui vont sortir de terre énormément de nouvelles propriétés. Mais il y a un autre facteur, le fait que les taux d'intérêt ont augmenté. Et la plupart de mes clients vendeurs me demandent, voilà, ils me disent, Nathan, je ne sais pas si à l'heure d'aujourd'hui, je dois garder mon bien ou je dois le vendre, parce que si je le vends, je vais perdre ce taux d'intérêt que j'ai eu il y a quelques années à 3% et devoir à l'heure d'aujourd'hui refaire un prêt à 7%. Donc, ça freine l'offre et cet équilibre fait que ça ne peut qu'augmenter. Si vous avez la moindre question pendant la session, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires. Je vois que Patrick me dit bonjour de Bruxelles en Belgique. Bonjour Patrick, merci. C'est gentil, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, on va commencer pour cet épisode 2. Donc, comment investir à Miami? On va voir étape par étape quelles sont ces étapes. Ça va nous prendre à peu près 25 minutes. Et ensuite, je répondrai à vos questions avec plaisir. Donc, premièrement, je conseille de définir son apport. Préparer ses finances. Il faut savoir que tout est très rapide. Si vous voulez acheter une propriété cash, donc avec 100% d'apport, on peut le faire en moins de 10 jours. Donc, du moment où vous allez signer un contrat et jusqu'à la remise des clés et l'échange de fonds. En moyenne, avec mes investisseurs, on le fait autour de 20 jours, mais ça reste, c'est correct. Et voilà, juste le temps de checker, de vérifier que la propriété est correcte, et qu'il n'y a pas de lien sur la propriété. On parlera de ça un peu plus en profondeur plus tard. Mais c'est très rapide, donc il faut avoir les fonds disponibles maintenant. En tant qu'investisseurs internationaux, pour faire un paiement avec un financement, ça prend un petit peu plus longtemps, donc c'est 45 jours du moment où il y a une date d'exécution du contrat jusqu'à la remise des clés et échange de fonds. Et par contre, il va falloir 30% d'apport minimum, donc cash, qui vont devoir être disponibles. Où cet acompte et cet apport va être gardé, il va être gardé en escroc. Un escroc, c'est un parti neutre qui ne représente ni le vendeur ni l'acquéreur. C'est pour ça que c'est pas partie neutre. Et donc, il va garder cet apport. Et s'il y a un problème ou une dispute, vos avocats vont pouvoir régler et voir quelle partie
va vers qui? Parce que ce ne serait pas juste de dire voilà, l'apport va dans le compte de monsieur vendeur ou chez l'avocat du vendeur ou chez mon avocat pour justement garder quelque chose de juste et d'équitable. En général, un acompte, il est de 2% jusqu'à 10%. Ça se négocie et ils sont payés le 3e et le 10e jour à la date d'exécution du contrat. Donc c'est très très rapide. L'étape suivante, je sais que voilà, c'est quelque chose de très important pour les investisseurs, donc je vais le régler dès à présent. Mais en clair, c'est quelles dépenses je vais avoir, combien ça va me coûter. En clair, il y a les taxes foncières, le paiement de la maintenance du condominium si c'est un condominium, l'assurance habitation, l'entretien de la propriété, donc ça va être l'entretien de l'unité. S'il y a un frigo qui se casse, s'il y a une machine de clim à remplacer. Il y a des assurances en plus pour ça qu'on peut conseiller ou pas, c'est vous qui choisissez, mais en moyenne, c'est des frais qui sont à prendre en considération. Ensuite, il y a le gestionnaire de votre propriété. Si, par exemple, vous préférez avoir cet investissement en plus que passif possible et laisser quelqu'un d'autre le gérer. Et bien sûr, le coût pour trouver un locataire par la suite. Donc, l'étape suivante, votre agent immobilier. Il n'y a aucune raison, en tant qu'acquéreur, vous devez avoir un agent immobilier. Il faut construire ce rapport de confiance et de confort. Moi, je serais ravi de vous représenter. Et c'est vraiment, il faut que vous vous sentiez libre, quelqu'un qui vous comprend, qui va vous emmener dans la direction la plus concrète et la plus facile pour vous. Et pourquoi je disais qu'il n'y a pas de raison pour laquelle vous ne devriez pas en avoir un, c'est parce que cette représentation est gratuite. Le vendeur commissionne les agents, non pas l'acquéreur. Donc votre représentation vous coûte 0. Le listing agent, donc il y a deux parties. Le listing agent, c'est la représentation du vendeur, et le buyer agent, qui est la représentation de l'acquéreur. Ça va être ma partie quand je vous représente pour aller chercher et trouver une propriété. Donc, en tant qu'acquéreur, en tant qu'acheteur, il n'y a pas de fee, ça vous coûte rien. L'agent va vous aider, va vous emmener une aide personnalisée donc, à vos projets étape par étape. Il va aussi avoir une compréhension des contrats, de l'environnement géographique, de toutes ces petites choses qui, en tant qu'investisseurs internationaux, on n'est pas forcément sur le terrain, dans la ville qui nous intéresse. Et il faut trouver quelqu'un qui connaisse son marché. Et pour moi, la partie la plus importante, c'est le partage du réseau de l'agent. Si vous avez un agent qui a un réseau, ça va devenir votre réseau. Si vous avez besoin d'avocats d'immobilier, par exemple, si vous avez besoin d'avocats d'immigration, si vous avez besoin de comptables, de peintres, de plombiers, toutes ces petites choses qui font que, vous allez, au lieu de passer par la case départ à chaque fois, vous allez juste prendre le téléphone, m'appeler et dire voilà, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Moi, je travaille avec, en général, une entreprise par secteur avec qui je me spécialise, mais j'ai 2-3 autres numéros de téléphone et contacts à vous passer parce que je sais qu'il y a des feelings qui sont différents et en tant qu'humain, des fois, il y a un bon feeling, des fois, il y a un mauvais feeling, mais j'essaie vraiment de passer par les mêmes équipes parce qu'il y a de la récurrence. Et je sais que ça se passe bien. Et je ne vais pas vous envoyer vers quelqu'un qui n'est pas intéressant, tout simplement. Étape suivante, la préparation du prêt. Donc, combien d'apports? Je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'investisseur international, il va falloir 30% d'apport minimum pour limiter les risques du prêteur. En tant qu'investisseur local, on est à 15% minimum, mais ce que je vois en ce moment, c'est plus autour de 20%, ce qui est compliqué. Mais en tant que résidence principale, donc si vous voulez par exemple déménager, si vous vivez à Miami en tant que résident et que vous allez vivre dans cet appartement plus de 2 ans, vous allez pouvoir avoir un apport de 3,5% minimum, ce qui est très peu. Et donc, il y a beaucoup de gens qui profitent de ce système. C'est que ils vont acheter une propriété d'investissement qu'ils vont utiliser avec 3,5% d'apport. Et après ces 2 ans, soit la garder et la mettre sur le marché locatif, soit la revendre pour faire une plus-value. Et donc, qui fait qu'après, c'est à répétition qu'on peut se requalifier pour ces 3,5% d'apport minimum.
Les taux d'intérêt, en tant qu'investisseur international, on est à 8% minimum, et en tant qu'investisseur local, on est à 6,73%, donc il y a une différence quand même qui est élevée. Il faut savoir qu'avec un investisseur privé, on est autour des 10% en ce moment. Donc, il faut quand même, avec un investissement privé, ça dépend, chaque cas est différent encore, mais il va falloir 50% d'apport. Chaque cas est différent et ça dépend de votre situation. Les documents nécessaires pour se qualifier à emprunter de l'argent, on n'a pas besoin d'un visa, on a juste besoin d'un passeport. Ils vont vous demander une adresse de résidence principale. Idéalement, il faut que vous ayez vécu dans cette résidence au moins 2 ans. Ils vont vous demander vos 2 derniers mois de relevé bancaire. Ça peut être du personnel, ça peut être du professionnel, ça dépend des situations. Ils peuvent vous demander aussi avis d'imposition, des lettres de référencement de votre patron, donc de votre employeur, dire voilà, cette personne touche tant par mois ou par semaine, enfin, en fonction de comment vous êtes payé, et pour dire voilà, que vous avez les capacités financières tous les mois à rembourser cette valeur au prêteur. Donc, étape suivante, la partie préférée, ma partie préférée, la sélection de propriétés. Donc, c'est la visite des biens disponibles. En Floride, on a une chance inouïe. C'est qu'on utilise une base de données de biens immobiliers en Floride. Et il y a une loi qui dit que quand on représente un vendeur, on se doit de mettre cette propriété sur le MLS, qui est le Multi-Listing System. Donc, je vais mettre cette propriété sur le marché. Et donc, tous les acquéreurs, les potentiels acheteurs, vont pouvoir avoir accès à cette base de données immense qui fait qu'en fait, c'est pas qui a le plus de contacts propriétaires, c'est qui sait utiliser cette plateforme correctement. Les visites du bien, elles sont rapides à programmer, 24 à 48 heures, et on peut faire des visites physiques ou virtuelles. Si vous êtes à l'international, j'y vais, on fait des photos, on fait des vidéos, on regarde, on fait un FaceTime, un WhatsApp vidéo, et on trouve quelque chose. Une fois qu'on a trouvé une propriété qui est intéressante pour vous, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vérification des comparables pour m'assurer que le prix demandé par le vendeur est justifié. Et ensuite, on va voir quel type d'offre on peut mettre. La section du paravent, qui est donc la préparation du prêt et la sélection de propriétés, peuvent être interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut commencer par regarder les propriétés et ensuite faire le prêt. Je conseille à mes clients de d'abord faire le prêt parce qu'une fois qu'on est prêt à prouver, eh ben, on peut mettre une offre sur la table une fois qu'on a trouvé la propriété très rapidement et donc éviter d'être, on va dire, d'avoir trouvé la propriété et de se la faire piquer par quelqu'un d'autre. On n'est plus dans un marché qui est aussi furieux et aussi en feu, mais quand même, c'est bien d'avoir ce sentiment, cette assurance de se dire voilà, tout est prêt, mon process se passe étape par étape et correctement, sans pression. Étape suivante, donc on va faire ce fameux contrat officiel écrit standard. C'est rédigé par Florida Realtor. Realtor, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une compagnie où tous licenciés agents immobiliers doivent faire partie. Donc c'est un contrat qui est rédigé professionnellement par des avocats par eux. Tout le monde utilise le même, sauf exception, pour en fait avoir une compréhension de ce contrat et savoir exactement ce qu'on cherche quand on représente soit le vendeur, soit l'acquéreur. Quand on va émettre cette offre, il y a plusieurs paramètres à compléter. Le prix, donc on va voir si on va mettre le prix que le vendeur veut, un peu moins, un peu plus, beaucoup moins, beaucoup plus, ça dépend des situations. Le pourcentage du prêt, on se doit de le mettre. Donc si c'est 100%, c'est une offre cash. Si c'est 50%, il faut mettre qu'on va emprunter 50% et qu'on va mettre 50% de down payment. La période d'acceptation de l'offre, donc c'est une période d'expiration si vous voulez, qui pousse le vendeur à accepter l'offre dans des raisons, dans un temps limité, pardon. Ensuite, il y a une période d'inspection, une période d'acceptation du prêt, la date de vente, donc quand est-ce que vous voulez en clair faire la transaction, et qui va payer les travaux votés par la copropriété. Tout ça, c'est des détails qui se font au cas par cas, mais voilà, ce sont les principales choses à compléter.
Bien sûr, en tant qu'agent immobilier qui représente l'acquéreur, je vais faire en sorte que l'acquéreur va être représenté le mieux qu'il peut à 100% et avoir tout ce qui est à son avantage dans ce contrat pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et que s'il y a un problème, eh ben, c'est sur le vendeur. Mais tout ça, ça se négocie. Étape suivante, on va utiliser un avocat d'immobilier qui est l'équivalent en fait d'un notaire. Ça s'appelle une title company et il représente l'acquéreur. En Floride, on peut avoir deux, un représentant de vendeur et un représentant d'acquéreur, mais on n'a besoin officiellement que du représentant de l'acquéreur. Il va vérifier que le bien est purgé de toute charge. Il va représenter son client si besoin, s'il y a une rupture de contrat. Il va rédiger un document qui s'appelle HUD1, qui sont en fait les frais et crédits de l'acheteur, du vendeur, financement hypothécaire. Ça veut dire en clair qui doit de l'argent à qui et où ça va aller. Et ensuite, il se charge du transfert et de l'assurance du titre de propriété. Inspection professionnelle et l'estimation officielle. Je conseille à 100% à tout acheteur de faire une inspection professionnelle. On ne sait jamais quelle surprise il va y avoir. C'est des pros, ils sont licenciés, ils savent quoi faire, c'est leur métier, ils savent quoi regarder en termes de plomberie. Ils vont vérifier l'état de la propriété, donc l'électricité, la plomberie, la structure. Je parle de l'unité, bien sûr, je ne parle pas du condominium. Mais ils vont s'assurer en fait que vous êtes au courant de chaque détail. Par exemple, voilà, écoutez, monsieur l'acquéreur, votre climatisation, elle a déjà 25 ans, elle marche bien, mais il faut se préparer à la changer. Cette inspection coûte 300 à 500 dollars, elle est payée par l'acquéreur, vu que c'est sa représentation, et on a une période de 15 jours. Cette période est négociable. Quand je représente l'acquéreur, je mets toujours 15 jours sous les contrats parce que c'est mieux d'avoir un petit peu plus de temps au cas où. Et en fait, cette période va être utilisée afin de retirer son offre, de la négocier ou de continuer. Une fois que avant cette période d'inspection, l'acquéreur a le droit de dire « Écoutez, je suis désolé, monsieur vendeur, je ne vais pas continuer avec cette offre » et son dépôt va être reversé à 100% et il ne va pas, la seule perte d'argent qu'il va y avoir, c'est ses frais d'inspection s'ils ont été faits. Il n'y a pas besoin de donner une justification à personne. Il n'y a pas besoin de dire voilà, l'inspecteur a trouvé ça. Vous pouvez juste retirer votre offre et c'est facile. Si jamais il y a un problème avec la propriété, vous pouvez dire au vendeur voilà, notre inspecteur a trouvé que le ménager n'était pas de bonne qualité ou était ancien. Je vais vous demander de renégocier ce contrat et de dire que vous allez me donner un crédit de, par exemple, 10 000 dollars le jour du closing. Donc ça se négocie et en fonction, donc il y a un back and forth et on voit ce qui peut se faire. Ensuite, il y a une estimation de la valeur rénale officielle. Ça, c'est fait par le prêteur. Donc, la personne qui va vous prêter de l'argent, il va engager un parti neutre qui va venir sur la propriété, qui va la regarder, qui va faire des comparatifs d'analyse et qui va qui va comprendre exactement la valeur de cette propriété et à combien ils vont pouvoir la revendre s'il y a un défaut, par exemple, sur votre prêt. Cette inspection, cette estimation, je veux dire, elle est faite après l'inspection. Donc, une fois que les 15 jours sont passés d'inspection, entre 15 et 30 jours, il y a 15 autres jours, on va faire l'estimation de la valeur rénale. Le prix est en général inclus dans le prêt. Et si cette compagnie dit voilà, vous allez acheter cet appartement 1 million, il en vaut 300 000, nous n'allons pas vous prêter d'argent. Cette compagnie directement, le lender va retirer l'offre et non pas vous. Donc, il ne va pas y avoir de perte importante sur ce dossier, mais vous n'allez pas pouvoir, après ces 15 jours d'inspection, dire voilà, j'ai un changement d'attitude, peut-être que cette propriété, elle n'est pas pour moi, j'ai pas confiance, j'ai un peu peur, je ne sais pas.
Après ces 15 jours, c'est très compliqué et il va falloir des frais d'avocat et voir à qui va cette offre initiale, cet apport initial. Étape suivante, il va falloir différents types d'assurance. L'assurance du prêt, ça c'est en général le prêteur qui va s'en occuper, c'est juste pour lui limiter ses risques. Et par contre, de votre côté, ils vont vous demander d'avoir une assurance des propriétés, tout simplement pour protéger votre bien immobilier, donc en termes de structure, de biens personnels, de frais médicaux. On a quelques ouragans à Miami et il faut protéger son patrimoine immobilier, aussi bien pour soi-même, mais aussi pour le prêteur qui veut s'assurer que s'il y a un problème, l'assurance va couvrir les frais engendrés. Le jour de la vente, on fait un état des lieux. On s'assure que tout est en ordre, que la propriété est la même que le jour où nous l'avons visité, donc les 30 jours auparavant. On regarde si le mobilier est le même, si tout va bien. Et ensuite, on fait la signature de la vente. En général, le vendeur aura déjà signé au préalable. Ça peut se faire électroniquement à l'international d'ailleurs. Donc si vous avez par exemple envie d'acheter une propriété mais que vous ne voulez pas vous déplacer physiquement, vous pouvez juste signer électroniquement avec le notaire et ils vont engendrer ensuite un transfert des fonds, une réception des clés. Je vais pouvoir, si vous n'êtes pas là physiquement, moi réceptionner les clés directement. Et voilà, et donc vous êtes heureux propriétaire d'un nouveau bien immobilier dans le sud de la Floride. Bravo, félicitations. C'était facile, non? Étape suivante, ce n'est pas pour acheter, mais ça va être pour trouver un locataire. C'est une étape cruciale si vous voulez faire un investissement qui va vous apporter un apport monétaire constant. Donc, comment on trouve un locataire et surtout combien ça va vous coûter. Donc, premièrement, on va faire des photographies de la propriété et on va le poster sur ce fameux site, le MLS, où tous les agents auront accès à cette nouvelle propriété et pourront eux-mêmes faire une publicité vers leur réseau et pour y amener leurs propres clients. Ensuite, moi, je vais faire la publicité avec mes propres clients, donc avec des emails en masse, mes réseaux sociaux, mon site internet, mais aussi des sites internet de troisième partie, donc par exemple Zillow, Trulia, tous ces sites qui vont en fait apporter le potentiel locataire à trouver un appartement sans agent. Et ce coût, alors les contrats en Floride sont d'1 an maximum. Vous avez bien entendu, maximum et non pas minimum. C'est-à-dire que si vous voulez faire un contrat de plus d'1 an, je parle en résidentiel, non pas en commercial, il va falloir que vous fassiez appel à des avocats qui vont rédiger des contrats spéciaux de plus d'1 an. Chaque cas est particulier et est différent, mais moi je le déconseille à tous mes clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, au bout d'1 an, vous allez pouvoir avoir la liberté de dire voilà, j'augmente mon loyer à mon locataire, ou je trouve un nouveau locataire parce que je ne suis pas content avec celui-là, etc. etc. 1 mois est payé aux agents, donc si c'est un contrat d'1 an. Un demi-mois va être payé à la représentation du propriétaire, qui va donc s'assurer des photos, s'assurer des visites, faire en sorte de partager avec son réseau. Et ensuite, un demi-mois pour le représentant du locataire. Du locataire, c'est ça. Donc, qui lui va apporter son client. Il va falloir aussi le rémunérer un demi-mois. Il faut savoir que, en général, 99,9% des cas, un locataire va rentrer dans un appartement avec le dernier mois et une caution. Donc, si vous allez mettre un appartement à louer, par exemple, à $2,000 par mois, il va vous apporter $6,000 d'un coup, dont 2,000 qui vont être en caution, qui vont pouvoir être remboursables à la fin de ce contrat d'1 an si votre propriété est en bon état, ou vous allez pouvoir le déduire d'ailleurs, en dire s'il y a un problème je sais pas, il a cassé le canapé ou il y a eu un problème, vous pouvez déduire. Donc ce financement qui doit être réglé aux agents, on va dire, va un petit peu, va pas s'annuler, mais ça va être amortisé. Vous n'avez pas besoin de sortir plus d'argent le jour où vous allez trouver un nouveau locataire. Pour les contrats de moins d'1 an, c'est 10% du montant total de la location
payés par le propriétaire, 5% pour chaque agent, pareil, représentation du propriétaire, représentation du locataire. Et ensuite, pour les contrats saisonniers, c'est encore différent parce qu'il n'y a pas d'agent immobilier. Ça va être une compagnie de management, property management, qui vont, eux, s'occuper de la location de A à Z, donc de trouver les clients saisonniers, donc de faire du marketing, mais aussi, par exemple, de faire le ménage, d'accueillir les clients, de faire en sorte que la propriété soit parfaite à chaque nouveau client, donc chaque nouvelle semaine, chaque nouveau 3-4 jours. Donc c'est beaucoup de travail et eux par contre ils vont prendre entre 15 à 30% du montant total de la location, ce qui est très important, mais votre revenu, votre retour va être supérieur en termes de, si on fait par exemple de la location saisonnière. On va parler un petit peu du marché, de ce qui se passe en ce moment. En mars 2023, la médiane donc, de propriétés vendues allait de 507 000 $, avec un prix par pied carré de 367 $. Le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est qu'il y a eu une augmentation de 17,7% de mars 2022 à mars 2023. Donc en un an, notre marché a pris 17,7%. Ces chiffres sont Miami-Dade County. On a 6028 propriétés qui sont à l'heure d'aujourd'hui disponibles sur le marché et c'est une augmentation de 6% par rapport au mois précédent. Donc on peut voir que les vendeurs sont un petit peu plus aptes à vendre et se disent voilà, c'est pas grave, si j'emprunte à taux un peu plus important, je vais vendre mon bien immobilier pour récupérer justement ces 17,7% en moyenne par an. Donc s'ils ont acheté avant mars 2022, bien sûr, c'est différents chiffres. Le nombre de maisons qui a été vendu en mars 2023, c'est 950. 950 maisons ont été vendues. C'est une augmentation de 22% comparé au mois précédent. Donc on peut voir que l'offre augmente un petit peu de 6,8%, mais que la demande est aussi très importante du mois à mois, vu que maintenant on a fait 22% de plus, 22% de plus de propriétés ont été vendues. Donc des facteurs statistiques à prendre en considération et qui sont importants. Un nombre qui m'intéresse aussi, ça va être le pouvoir de négociation qu'on a. À l'heure d'aujourd'hui, on peut voir qu'à Miami-Dade County, 69% des ventes se font en dessous du prix demandé initialement par l'acquéreur. 19% se font au prix 2 et 12% se font au-dessus de ce prix. Donc moi, en moyenne, à l'heure d'aujourd'hui, je négocie, je ne fais que des offres basses pour essayer, mais en moyenne, on est autour de 5% de réduction. Bien sûr, ça dépend avec les comparables, etc. Mais une propriété qui va se vendre 400 000 $, on va essayer d'abord 350, peut-être 340. C'est une négociation où on essaie de trouver un juste milieu pour que le vendeur soit content et que l'acheteur soit content. Comme je vous le disais au tout début, c'est très rapide. Il faut savoir que 46% de ces maisons vendues ont mis moins de 30 jours. Ça veut dire que c'est très rapide. Donc 46% en moins de 30 jours, 26% en plus de 3 mois et 28% entre 1 mois et 3 mois. Donc il faut, si c'est des bonnes opportunités, si c'est des bonnes occasions, vous n'êtes pas le seul. Donc il faut agir intelligemment, mais aussi rapidement. En termes de vente, on voit qu'il faut 61 jours pour vendre une propriété à l'heure d'aujourd'hui. Ça, c'est un nombre qui ne change pas trop. On est toujours aux alentours de 60 jours parce que, on va dire qu'il faut ces 30 jours, toujours vous savez, ou ces 45 jours où le contrat est en suspens. Du moment où le contrat est exécuté et le moment où il y a remise des fonds, remise des clés. Donc en moyenne, on est à 61 jours. Tout ça, ce sont mes sponsors, les gens avec qui je travaille. On a de tout, des title companies, des développeurs. Donc je peux vous aiguiller vers différentes directions avec des gens qui parlent français, espagnol et anglais. J'ai appris l'espagnol très rapidement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un autre réseau
en Floride, surtout à Miami, hispanique, et donc où on a des opportunités qui sont différentes et peut-être un peu plus intéressantes. Et donc c'est bien toujours de comparer et de voir, voilà, peut-être que cette compagnie A va me prêter à 8,5% d'intérêt, mais cette compagnie B qui parle espagnol, c'est un petit peu plus compliqué de communiquer. Je parle couramment espagnol, mais bon, je parle d'un point de vue acquéreur. S'ils nous proposent 8%, bon, bah, pourquoi se priver si c'est des gens sérieux, si ça passe, il faut toujours passer par le plus intelligent. Merci à tous. Alors, je vais regarder si on a des questions. Vous pouvez scanner le QR code qui est en bas à gauche pour le prochain webinaire, qui est les meilleurs investissements du moment, ce qui, pour moi, est le plus important. Parce que, bon, pourquoi investir à Miami? C'est très, très important, mais ça peut être résumé facilement. Comment investir à Miami? C'est étape par étape. On va dire que c'est facile aussi. Les meilleurs investissements, c'est dans quoi investir. Donc, je vous conseille fortement de vous enregistrer. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer un message, un email, regarder mon site internet pour des aides un peu plus approfondies au cas par cas. Rappelez-vous que cette aide est gratuite, vu qu'elle n'est pas payée par l'acquéreur. Donc, profitez-en. Alors, en termes de questions, plus-value taxée en résidence principale. Alors, la plus-value, donc il y a différentes aides à l'heure d'aujourd'hui. En tant qu'investisseur immobilier, la plus-value ne va pas être... Ok, pardon, j'ai compris la question. Donc, cette plus-value va être taxée si vous allez la mettre sur votre compte. Donc, si vous allez récupérer cet argent, il va y avoir une taxation, mais elle n'est pas très importante par rapport au reste du monde. Je vais vérifier mes chiffres et vous faire savoir au cas par cas. Théo aussi demande: cet avocat est impartial comme un notaire ou bien l'acquéreur est son client et donc il veut le représenter. On peut lui demander de nous arranger quoi. Ok, donc il demande si un avocat est impartial. Donc on est obligé d'avoir un avocat du point de vue acquéreur. Donc l'acquéreur se doit d'avoir son avocat. Si le vendeur ne veut pas avoir son avocat, il peut utiliser cet autre avocat, mais qui va représenter principalement et en première position l'acquéreur. Donc je conseille, moi par exemple à mes vendeurs, d'avoir un autre avocat. Donc c'est deux avocats qui vont pouvoir se parler entre eux, qui vont pouvoir s'assurer que tous les contrats sont faits correctement, que tout est respecté correctement, et qui vont représenter donc les deux parties. Mais l'avocat à l'heure d'aujourd'hui, donc le title company, représente uniquement l'acquéreur. Et ensuite, le vendeur, en fait, va juste dire « Ok, j'approuve, j'approuve pas ». Il peut se représenter lui-même, s'il veut. David nous demande « J'achète avec une taxe foncière existante et est-ce que je vais avoir une révalorisation une fois la vente passée ?» Donc, c'est ça, ok. Donc, quand on va avoir une réévaluation de la propriété, cette taxe foncière va être réévaluée en effet à ce nouveau chiffre qui, à l'heure d'aujourd'hui, est à la hausse. Donc voilà, on est autour de 1,08% à l'heure d'aujourd'hui en taxe foncière. En général, ils sous-évaluent toujours cette révalorisation pour faire en sorte que ils n'ont pas besoin, ces compagnies ces prêteurs n'ont pas besoin de trop prêter et préfèrent se couvrir. On a une autre question de François. Combien de temps faut-il pour trouver un locataire? Alors, ça dépend, mais en moyenne, on est autour des 30 jours, donc un mois. Mais si on est sur un condominium, il faut rajouter à cette période 15 jours de... pardon, j'ai oublié le mot. Il faut rajouter 15 jours d'approval du syndic. C'est-à-dire qu'en fait, le syndic va devoir évaluer au cas par cas chaque applicant et va dire, voilà, je vous accepte, je ne vous accepte pas. Et ça prend 15 jours. Donc, il faut 30 jours en moyenne pour trouver ce locataire. Mais ensuite, on va falloir rajouter 15 jours, donc en vrai, c'est 45 jours pour avoir ce temps de battement pour que l'association, le syndic, puisse approuver notre cher locataire. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions,
garde. Ça a l'air d'être bon. N'hésitez pas à me contacter. Je reste à votre disposition. J'ai été ravi de vous aider un petit peu plus aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé en tout cas. Et merci à tous. Passez une excellente fin de journée, une excellente soirée, une excellente après-midi en fonction de où vous êtes dans le monde. Et on s'appelle très vite. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des emails. Je reste à votre disposition. Merci, à bientôt.